12h, 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau. Il est toujours hasardeux de vous promettre « Attention, vous allez rire ». Et pourtant, c'est bien pour cela qu'il et elle montent sur scène devant un public. Le premier est français, il est en tournée dans toute la France. Nous parlons de YOLO, le dernier spectacle d'Aymeric Lomprey. La seconde est américaine, son seul en scène est disponible sur la plateforme Netflix. 90 minutes où Jacqueline Novak parle de sexe. Pour en débattre, ce midi, nous accueillons Adrien Denouette. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma et auteur. Bonjour Guillaume Aurignac. Bonjour. Critique de cinéma aussi et réalisateur. Soyez tous les deux les bienvenus dans les Midis de Culture. Et on commence donc par YOLO, le dernier spectacle de l'humoriste Aymeric Lomprey. Là, sur le nouveau spectacle YOLO, on s'est un peu limité parce qu'en fait, maintenant, il y a toujours des gens qui disent on peut plus rien dire et tout. Moi, je trouve ça plutôt cool qu'on puisse plus trop dire de trucs. Ah oui? Ouais, parce que quand on voit les spectacles des années 90, même les émissions de télévision, où il y avait beaucoup de blagues un peu homophobes, racistes ou misogynes surtout. Donc là, on a essayé de faire un spectacle, comme on dit, un peu woke. Et du coup, je trouve ça cool on peut plus rien dire. Et c'est plutôt pas mal. Un spectacle un peu woke, dit-il, un spectacle éclairé. Donc, Aymeric Lomprey dans C'est à vous, c'était sur France 5. L'humoriste s'est-il assagi? On demandera à nos critiques dans un instant. Alors même s'il parle de misère, de précarité et que le propos est clairement engagé, notamment sur le mal-logement, Aymeric Lomprey a essayé de ne pas tomber dans la caricature et dans les clichés avec ce nouveau spectacle où il incarne donc un personnage sans abri, drôle, un peu fou, qui erre dans la rue à la recherche de son chien. L'occasion de réfléchir sur ces mots de la société. Avec son co-auteur et également metteur en scène, Pierre-Emmanuel Barré, il dit s'être inspiré de ces gens qui parlent tout seuls dans la rue, qui interpellent les passants. Il parle d'une folie douce. Un spectacle moins bourrin, assume-t-il, mais dont le propos politique reste fort, montée du fascisme, racisme, sexisme, malbouffe, isolement, bref. Lomprey se dit plus nuancé et passe aussi une bonne partie de ce spectacle à se moquer de lui-même. N'est-ce pas une preuve de maturité pour un humoriste, Adrien Denouette? Si, bien sûr, et je pense que le mot maturité convient très très bien à ce que j'ai vu, parce que c'est assez amusant d'ailleurs qu'en préambule on cite un extrait d'une interview où il aborde le contenu de son spectacle, et d'ailleurs c'est un peu l'intro que vous venez de faire, vous venez d'aborder le contenu de son spectacle, et c'est évidemment, il faut qu'un spectacle ait du contenu, notamment un contenu politique, c'est un peu le pari de ce style d'humour qui est teinté de politique. Néanmoins, c'est pas ça que j'ai retenu moi de vraiment de ce que j'ai vu. Aymeric Lomprey, d'abord je précise, pour tout le monde n'est pas obligé de le connaître, peut-être que vous l'avez un peu entendu passer notamment chez les voisins de France Inter sur des chroniques le dimanche soir. Et Aymeric Lomprey, c'est vraiment ça s'inscrit dans une tradition, mais je dirais même une tradition très très vivante actuellement, avec des têtes d'affiche, de l'humour teinté de politique comme ça, et dont il était déjà à mes yeux avant que je voie le spectacle, un peu le plus convaincant. Et là, vraiment, ce que je tenais à dire, c'est que ce que j'ai vu sur scène, en termes de performance, en termes de vraiment d'actes. Mais alors, vous parlez du jeu, présence scénique. C'est ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant. C'est-à-dire qu'avant même le contenu sur lequel on va revenir évidemment, qui est très intéressant, tout ça, à la limite, c'est pas le plus intéressant en fait. Le plus intéressant, c'est vraiment que j'ai assisté au spectacle d'un humoriste dont je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une telle désinvolture dans sa maîtrise. La désinvolture, pour moi, c'est vraiment le signe, le symptôme d'un humoriste parvenu en état de grâce. Une espèce de bête de scène qui se permettrait d'être extrêmement naturel, alors qu'il est évidemment sous le masque d'un personnage parfaitement maîtrisé, tout ça. Mais c'est-à-dire qu'on est dans un mélange de grande maîtrise de son personnage, qu'il peaufine depuis des années. Si vous suivez un peu Aymeric Lomprey, en fait, ça fait plusieurs années qu'il fait pas du stand-up, mais de l'humour de scène, plusieurs années qu'il fait de la chronique, et j'ai vraiment l'impression qu'on est arrivé... Enfin, je ne vois pas où il pourrait aller plus haut en termes de présence scénique et en termes aussi, peut-être qu'on y reviendra, il faut vraiment le dire, en termes d'osmose avec son public. C'est incroyable. Alors justement, vraiment. Adrien Denouette, on va revenir évidemment sur le fond, sur la forme. Guillaume Aurignac, on a effectivement l'habitude pour le grand public de l'entendre chez nos amis de France Inter. Ces chroniques qui sont des chroniques audio, on peut parfois le voir sur des vidéos aussi, mais alors là, sur scène, ça ressemble à quoi? Et est-ce que vous aussi, ça vous a marqué? Alors ça ressemble à ce que fait Aymeric Lomprey depuis des années en fait. Alors moi j'ai une petite anecdote, c'est que la première fois que je l'ai vu, c'est sur un tout petit plateau de stand-up qui s'appelle le Mokiri, qui est un bar dans le 20e arrondissement de Paris. Voilà, de Paris, où il y a une toute petite estrade et le public se masse dans le bar. Et il est arrivé sur scène et il y avait une jeune femme qui avait allongé ses jambes sur l'estrade. Il lui a chassé la jambe d'un seul coup en lui disant « dégage de ma scène ».
Et évidemment, tout le monde s'est marré à ce moment-là. Et cette petite anecdote, elle raconte quoi? Elle raconte une sorte de brouillage que fait constamment Aymeric Lompré, à la fois sur son personnage. Est-ce que c'est son personnage? Est-ce que c'est lui qui est agressif comme ça? Et il se permet d'être agressif parce qu'en fait, il dégage énormément de sympathie, Aymeric Lompré. C'est quelqu'un qui est extrêmement attachant. Et donc, il se permet d'être un petit peu agressif avec son public et de le vanner. Et le deuxième brouillage, c'est un brouillage constant entre la scène et le public. C'est quelqu'un qui ne veut pas être sur scène face à un public, mais qui rentre, d'ailleurs il le fait dans son spectacle, il va à l'intérieur de la salle, il marche même sur les gens qui sont assis dans la salle, et s'amuse avec ça. Et effectivement, comme le dit Adrien Desnouettes, il y a une sorte de désinvolture totale. Il est extrêmement à l'aise. Il traverse vraiment ce champ-là de la performance, du spectacle, de manière très simple, très tranquille, très calme. Et ce qui lui permet de mettre en place son personnage. Et son personnage, c'est quoi? Parce que avant, effectivement, de parler de la question du fond, c'est vraiment la forme qui fait tout l'humour d'Aymeric Lompré. Et son personnage, c'est quoi? C'est qu'en fait, on ne sait jamais s'il est un beauf ou si quelqu'un qui commente un beauf. Et donc, est-ce que ces blagues, c'est des blagues de beauf ou est-ce que c'est des blagues sur un beauf qui fait des blagues? Et c'est ce brouillage-là qui est passionnant chez lui. Le problème, c'est que quand il fait ce deuxième spectacle, il y a ce petit côté, ce petit travers qui est un travers de l'époque, de vouloir mettre un peu à bas le masque et de dire, voilà, j'ai une sensibilité, je comprends les choses, une sensibilité de gauche, une sensibilité sociale, et à un moment, il y a un petit décalage vers la fin du spectacle où il devient un peu sérieux, un peu poétique, et il abandonne cette espèce de brouillage-là qui est essentiel dans son humour, je trouve. Vous n'aimez pas l'émotion, Guillaume Aurignac? Pas comme ça, pas à ce moment-là du spectacle et pas comme ça. Adrien Desnouettes, sur ce brouillage de personnages, à quoi ça sert d'avoir un personnage dans un spectacle? Ici donc, ce personnage du sans-abri qui est à la recherche de son chien. Si on est nous-mêmes déjà un personnage, si j'écoute bien ce qu'a dit Guillaume Aurignac. Alors d'abord, je suis pas tout à fait d'accord avec cette espèce de brouillage dans le personnage. Je pense que le pacte tacite est parfaitement compris par son public. Nous sommes face à quelqu'un de très intelligent qui joue un idiot sympathique, extra-lucide, dans la tradition des grands idiots, j'ai presque envie de dire voltairiens, qui pointent du bout de leurs doigts le dérisoire et ce qu'il y a de ce que l'on peut tourner ou le ridicule de nos travers. Ça, je vois pas tout à fait, si vous voulez, un jeu vraiment qui irait sur une vraie incertitude entre le premier et le second degré, comme on pourrait trouver chez d'autres personnages de seul en scène, comme Jérôme Commandeur, où vraiment la ligne est un peu plus difficile à trouver. Là, je pense que Aymeric Lompré est dans un pacte tacite avec son public. Le public a parfaitement compris le jeu d'Aymeric Lompré. Après, j'ai pas tout à fait ressenti les limites que signale Guillaume. Pour moi, les limites, elles sont inhérentes à son show, elles sont inhérentes à son style, et elles sont inhérentes en fait à l'humour politique. Et je trouve qu'Aymeric Lompré, hélas, j'espérais un peu ça. Je trouve qu'Aymeric Lompré ne parvient pas à sublimer cette matière et surtout à aller au-delà de la limite de l'humour politique. La limite de l'humour politique, elle est très simple, c'est qu'en fait, à un moment, vous naviguez forcément dans une forme de démagogie humoristique. Il y a forcément des saillies, des signes de reconnaissance et de prédilection avec votre public sur le terrain de l'opinion. Je vais vous en donner un très simple. Le spectacle joue sur un personnage de punk à chien, voilà, donc quelqu'un qui est en fait dans la misère, et le personnage d'Aymeric Lompré va pointer du doigt tout un tas d'aggravation de la misère en France et tout ça, des choses qui sont sur lesquelles, voilà, un terrain, je veux dire, c'est très difficile d'être insensible à ce qu'il raconte et qui est plutôt bien vu et bien formulé. Sauf que il va s'autoriser aussi des saillies que j'appelle démagos, disons en direction d'un public ciblé qui ne serait pas nous, qui ne serait pas notre communauté avec laquelle on va rire. Je pense par exemple à deux saillies très précises qui reviennent très très souvent sur le public, l'électorat du Front National. Vraiment, on va se moquer de ce public-là, ça n'est pas nous. Et à un moment, il va y avoir comme ça une saillie un peu gratuite, vraiment très très forte de gratuité sur Cyril Hanouna, espèce de fils de pute. Donc ça ne pose évidemment aucun problème. Je veux dire qu'on aille sur ce terrain, il y a pas de problème, mais il y a une espèce de signe de reconnaissance purement gratuite où en fait l'impensé de ce truc-là, c'est-à-dire le moment où en fait Aymeric Lompré échoue à mes yeux à vraiment tout détruire, alors qu'il pourrait le faire parce qu'il en a le talent, la désinvolture, l'impensé de ce truc-là, c'est en fait tu ne riras pas avec tout le monde et tu ne saliras pas ton public. Et moi je rêve d'un humour, voilà, comme disait Guillaume tout à l'heure, de sensibilité de gauche, un humour de sensibilité teintée d'opinion qui s'autoriserait comme le faisait Coluche, parce que c'est ça la grande référence quand même. Celui à qui il ressemble le plus sur l'humour de scène comme ça de café-théâtre, c'est Coluche. C'est-à-dire qu'il a lui aussi un nez rouge avec un personnage qui n'est plus un pilier de comptoir mais qui est un punk à chien. Mais c'est une réactualisation du Coluche. Mais Coluche arrivait quand même à aller titiller la mauvaise conscience de son public acquis d'avance. Et donc Coluche n'était pas aussi démago que ça. Disons que le lance-flamme de Coluche
tiré vraiment à 360 degrés. Là où Aymeric Lompré s'empêche d'aller vraiment taquiner son cœur de cible. Est-ce qu'il est trop proche de son public? Est-ce qu'il le brosse dans le sens du poil, Guillaume Aurignac, sur cette partie politique et engagement? Alors, l'engagement politique d'Aymeric Lompré, notamment sur cette question du mal-logement, il est plutôt clair et exposé dans la vie réelle. Il est mis en avant dans ce spectacle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Adrien Desnouettes? Mais cette proximité avec son public, on l'entend lui-même le dire dans l'interview qu'on a écoutée. Parce que contrairement à vraiment ce brouillage, je le maintiens, parce que contrairement à son dernier spectacle, justement, ce brouillage, il ne l'utilise plus justement pour se permettre de faire des blagues qui sont des blagues un peu crispantes. Et là, elles ne sont plus vraiment crispantes, ces blagues. Dans le précédent spectacle, il attaquait beaucoup les handicapés, par exemple, mais avec ce personnage-là, où on ne savait pas si c'était lui qui adorait faire des blagues sur les handicapés, ou s'il mettait en scène un personnage qui se permettait de faire des blagues sur les handicapés, et s'il se moquait de ce personnage-là. Là, il y a quelque chose, il a retiré ces blagues-là, les seules qui restent, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, de manière assez juste, c'est des blagues sur les personnes grosses. Et pourquoi il fait ces blagues-là? Parce que lui-même a grossi. Et d'ailleurs, si on voit des vidéos de lui d'il y a 5 ou 10 ans, il est beaucoup plus mince et il a un peu des allures de jeune étudiant en école de commerce, ce qu'il a été. Enfin, il a fait une prépa d'école de commerce. Et il était beaucoup moins drôle à cette époque-là. Et c'est quelqu'un qui s'est enlaidi, qui a grossi, qui a fait un régime apéro. Et ce que je trouve très bien pour les comiques, c'est comme pour les sportifs de haut niveau, il faut faire un régime. Il a fait un régime apéro, ça lui a servi, c'est enlaidi, et il a du coup trouvé son clown. Sauf que là, du coup, c'est un peu comme si à la fin du spectacle, il abandonnait un petit peu ce masque-là et retrouvait une sorte de sérieux qui lui donne une sorte de garantie de ne pas être trop crispant, pas trop être énervant et de effectivement brosser dans le sens du poil son public. Alors, un mot sur Coluche, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une chose qu'il fait peut-être plus qu'avant, c'est se moquer de lui-même. Et vous l'avez dit notamment en parlant de son physique à l'instant, Guillaume Aurignac. Sur Coluche, est-ce que vous êtes d'accord sur cette comparaison? Mais je trouve que Coluche, oui, allait beaucoup plus dans un sens d'auto-dérision et d'auto. Enfin, il attaquait son propre camp. Et sur le brouillage, la question du clown, enfin du postiche de clown qu'utilisait Coluche, il y a quand même aujourd'hui des gens qui considèrent qu'il y avait des ambiguïtés chez Coluche. Mais évidemment qu'il n'y en avait pas. Mais en fait, c'est à ça que sert ce brouillage-là. Qui est-il? Est-ce qu'il est celui qui tient ce discours-là ou celui qui se moque de celui qui tient ce discours-là? Et c'est quelque chose qui est assez passionnant chez Coluche, qui a essayé de reproduire Aymeric Lompré parce qu'il a le talent pour le faire. Mais là où je trouve dans ce deuxième spectacle, il a un peu reculé. Il s'est fait un peu peur, j'ai l'impression. Vous êtes d'accord, Adrien Desnouettes? On entendait tout à l'heure dire on ne peut plus rien dire, il faut faire attention à ce qu'on dit, en tout cas certaines blagues qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, ou en tout cas qui ne sont plus acceptées aussi peut-être par le public. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est sur ces différents registres, c'est-à-dire être drôle, d'accord, rester fidèle à son engagement sur le fond, et puis mettre aussi un peu peut-être de l'émotion, comme le disait tout à l'heure Guillaume Aurignac. Moi, j'ai pas senti de limite ou d'autocensure. Peut-être aussi tout simplement parce que je n'avais pas vu le précédent spectacle. Par contre, j'ai vu la mue, j'ai observé la métamorphose. Vous la trouvez sur YouTube, vous regardez les premiers passages et vous voyez le jeune homme de 25 ans qui est encore dans une démarche de séduction, ce qui est un peu la grande erreur de l'humour de scène au tout début. Et puis vous voyez ensuite l'adulte revenu de ses illusions qui a bien compris qu'en fait le stand-up c'était d'abord de l'autodégradation et tout détruire. Tout détruire non pas dans une démarche de séduction mais dans une démarche presque démoniaque de s'autoriser à faire ce que personne d'autre n'oserait faire. Et ça vraiment, il faut quand même le préciser, enfin je veux pas quitter le sujet avant qu'on l'ait dit, je ne trouve personne d'autre en France capable à la fois d'être sur cette espèce de ligne de crête très compliquée où vous êtes capable de potentiellement tout détruire. Vraiment, il pourrait aller très très loin. Il n'y va pas, selon moi, pour des raisons de brosser son public dans le sens du poil, pour des raisons politiques. Pas tout à fait pour des raisons de crainte par rapport à l'époque, parce qu'il maîtrise extrêmement bien ces sujets. Et ce que Guillaume Aurignac appelle le brouillage de son personnage, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une très très grande forme d'agilité d'écriture et de maîtrise de ce dont il parle. Il a très très bien compris les endroits où on pouvait aller, comment on pouvait y aller. Et évidemment, c'est son personnage qui le lui permet, cette distance qu'il crée. Mais là où je le trouve très très fort, c'est à la fois d'être dans la capacité de se moquer de son public, ce qu'il fait parfois. Vraiment, il a un rapport très physique, tactile à son public, et en même temps l'embarquer immédiatement à la première seconde. C'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose de très pur chez lui, très démoniaque, et en même temps très grand public. Je suis à peu près sûr qu'il est capable de brasser un public beaucoup plus large que le contenu de ses opinions politiques, qui sont plutôt radicales gauche. Et je pense qu'il peut il peut élargir un spectre de public dans la classe moyenne qui est très très large. Et ça, c'est très fort ce qu'il fait. Et je le dis avec d'autant plus d'impartialité
une fois encore, que je ne suis pas le client du public de l'humour politique. Donc c'est très fort. Un dernier mot, Guillaume Aurignac, on l'écoute effectivement dans ses chroniques à la radio. Qu'est-ce qu'on gagne à aller le voir sur scène? On gagne sa performance scénique et sa présence, son aura. Comme dit Adrien, il peut aller vers un public plus large, mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il a une sorte d'aura sympathique. Et c'est très rare chez les comédiens, ça. C'est très rare chez les gens sur scène. Et c'est un des rares à l'avoir aujourd'hui en France. Quelque chose de très fort, c'est qu'il est à la fois très pointu, il a un très grand talent d'écriture, et il ne fait jamais ça dans le dos du drôle. Et le drôle, mine de rien, c'est le meilleur hameçon pour aller chercher du grand public. Le dernier spectacle d'Aymeric Lompré s'appelle YOLO, c'est en tournée dans toute la France. Il est également tous les mercredis à l'Européen à Paris et puis il sera aussi à la Cigale à Paris également les 24 et 25 mai ainsi que les 14 et 15 juin prochains. C'est presque complet, dépêchez-vous si vous voulez le voir sur scène. Les midis de culture. Nicolas Herbeau. Allez, on voyage ce midi dans ce débat critique spécial humour. Nous partons aux États-Unis, à New York, au Town Hall, où a été enregistrée cette représentation de Jacqueline Novak, humoriste américaine, dont le spectacle est disponible sur Netflix. What is the penis to me? What is its nature? Well, it's tender. It's responsive, it springs up under certain conditions. That's why I think it has the soul of an artist, It sees something that intrigues it, it sort of... It fills with inspiration. And it is a filling to me. It is a filling to me much more than it is a erection. I think erection's a little architectural for what's happening there. Et voilà, les auditeurs qui nous demandent de la version originale sont servis. Mets-toi à genoux avec le titre traduit du spectacle et cet extrait en anglais. Vous aurez donc compris que le thème de ces 90 minutes de spectacle se passe sous la ceinture avec une franchise drôle. Jacqueline Novak parle de fellation, une histoire intellectuelle et intime de cet acte sexuel. Ce sont donc ces rapports intimes hommes-femmes qu'elle essaie de déconstruire avec un regard parfois très théorique. C'est d'abord le début de cette aventure pour elle, mais aussi en s'attaquant aux symboles, à la symbolique et aux mots. Pourquoi le sexe masculin est comparé en permanence à un serpent? Pourquoi il faut revoir les termes de pénétration et d'érection? Elle en parle dans l'extrait. Pourquoi aussi les organes féminins ne sont pas toujours bien nommés et bien abordés? Et pourquoi les métaphores qui les désignent sont aussi passées au crible de l'humoriste. L'humoriste qui a connu aux États-Unis un très grand succès avec ce spectacle depuis 2019, une tournée à guichet fermé. Elle a également été nommée pour la meilleure performance solo au Drama Desk. C'est une cérémonie qui récompense les spectacles produits à New York. Avez-vous, vous aussi, Guillaume Aurignac, succombé à ce succès de Jacqueline Novak? Oui, j'ai beaucoup aimé le spectacle et je trouve que c'est la preuve une fois de plus que les femmes sont un peu à l'avant-garde des innovations formelles dans le stand-up. Il y a quand même une filiation dans ce qu'elle fait. Alors le spectacle dure 1h30. Elle n'arrête pas de parler à une vitesse assez conséquente, avec un débit intense. Alors que d'habitude les spectacles de stand-up c'est 1 heure. C'est pour dire à quel point elle innove un petit peu et elle fatigue. Elle est prête à fatiguer son spectateur. Mais il y a quand même une filiation dans ce qu'elle fait. C'est l'alternative comédie. C'était un mouvement, alors expliquez-nous. Un mouvement du stand-up américain à la fin des années 80, début des années 90, qui était souvent porté par des femmes et qui sont allées jouer dans des autres endroits, des lavomatiques, voilà, ailleurs que dans les scènes de comedy club où elles se trouvaient que c'était un peu fermé pour elles. Et elles sont allées jouer des spectacles très intimes. Et notamment une des têtes de file de cette alternative comédie, c'était Janine Garofalo, à laquelle elle me fait beaucoup penser et qui arrivait pour parler beaucoup de choses intimes et qui ne cherchait pas nécessairement à mettre en scène des blagues.
même s'il y avait des blagues. Il y a toujours des blagues, c'est le principe du stand-up. Mais elle ne les mettait pas en scène. Et c'est exactement ce que fait Jacqueline Novak pendant 1h30. Elle ne met pas en scène ses blagues. Ah, ça veut dire quoi de pas mettre en scène une blague? Alors c'est que une blague, en fait, elle a une construction avec une punchline, enfin une annonce et une punchline. Et la punchline, on la met, rhétoriquement, on la met un petit peu en scène, on l'annonce, et quand elle arrive, elle déclenche des rires parce qu'on a créé une tension juste avant. Et ben elle fait pas du tout ça. La blague débarque d'un seul coup, comme ça, et puis elle reprend, elle enchaîne tout de suite. Elle ne s'appesantit pas sur sa blague. Donc du coup, on a l'impression que c'est pas forcément très drôle, mais en fait, c'est truffé de blagues. Mais tout ça dans un courant, un flux de pensée, en fait, qui est, il me semble, un spectacle très proustien autour de la fellation. La fellation, ça devient sa Madeleine de Proust, qui cristallise en fait tout un ensemble de souvenirs personnels et aussi de considérations sociologiques sur la société américaine, sur qu'est-ce que c'est qu'être une jeune femme aujourd'hui face au désir des hommes et comment on construit sa personnalité dans ce petit théâtre-là. Donc je trouve qu'elle le fait très bien. Alors, le spectacle s'appelle À genoux, aussi pour une autre raison, il me semble, c'est qu'en fait, on sent quand même que c'est un spectacle d'une jeune femme qui a fait des études, une étudiante en littérature. En littérature, et puis elle a aussi travaillé sur ce sujet de l'évolution des représentations du sexe oral. C'était au début des années 2000, et c'est de ce travail scientifique, sociologique, qu'elle a tiré la thématique du spectacle. On va y revenir dans un instant, mais peut-être Adrien Desnouettes sur la forme d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord avec Guillaume Aurignac que c'est une forme particulière, peut-être due aussi à cet objet vidéo, à cet objet Netflix, qui fait qu'on est sur quelque chose de très tendu, de très monté. Elle a beaucoup travaillé sur ce montage Netflix. Donc voilà, sur cette forme de dialogue avec le public sans mettre en scène ses blagues. Alors, déjà, pour le dire, oui, le stand-up implique une forme de dialogue avec le public, c'est quelque chose de très fréquent, ça fait partie des conventions du stand-up, ce que Jacqueline Novak ne fait absolument pas. C'est-à-dire que la forme que va prendre le show de Jacqueline Novak, c'est une simulation de fulgurance, de très très longue fulgurance d'1h30, émaillée de... Quand je parle de fulgurance, c'est à la fois pour le débit vraiment presque incontinent de sa performance et en même temps pour les fulgurances aussi d'association d'idées, parce que c'est évidemment ça. C'est quelle métaphore, quelle comparaison vous allez trouver pour associer des éléments hétérogènes et vous faire voir une réalité qu'on a l'impression de tous connaître autrement. Et j'étais très 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 attentif à ce que vient de dire Guillaume Aurignac, parce que pour le coup, et c'est assez rare en tout cas pour ce qui nous concerne, on se connaît un peu, et je connais notamment les goûts de Guillaume, j'étais très attentif à ce qu'il disait parce que pour le coup j'ai un ressenti mais alors absolument opposé à celui de Guillaume. C'est-à-dire que je suis resté complètement à la porte du spectacle. Donc j'ai été très attentif à notamment cette halte stand-up que je ne connaissais pas de la fin des années 80 à 90. Et je trouve ça très intéressant. Le problème, c'est que dans la forme que ça prend un volontarisme de faire... C'est-à-dire qu'il y a une forme de volontarisme qui est très antipathique, qui est celle de ne pas jouer le jeu du stand-up. Ne pas jouer le jeu, exactement comme disait Guillaume tout à l'heure, de la construction classique d'une blague avec une punchline, c'est-à-dire une mise en effet, une mise en scène de votre propos pour qu'elle atteigne le plus de monde possible et qu'elle surprenne votre public. Jacqueline Novak va tellement vite, elle est dans cette espèce de flux de conscience très incontinent, tellement rapide, qu'on est beaucoup plus dans une forme de démonstration de force intellectuelle qui, fatalement... Et là, je suis presque désolé parce que dans les intentions, j'ai envie de dire que je salue, je trouve très fort. C'est-à-dire sur 1h30 d'un tel débit, c'est incroyable. Mais fatalement, ça ne me fait pas rire. C'est-à-dire que ça se fait tellement dans le dos du drôle, dans le dos du rire, que je me sens constamment pris de haut par quelqu'un qui fait semblant de se mettre à nu pour mieux me montrer à quel point il est éduqué. Et je vais vous dire pourquoi c'est très intéressant du point de vue formel. Parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est prendre un sujet vulgaire, bas, la fellation en fait, le sexe, et le traiter comme quelque chose d'assez novateur, avec un point de vue novateur et surtout un angle novateur. Moi, je vais vous en parler comme personne d'autre ne vous en a parlé. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu antipathique à vouloir vernir de sa science un sujet qui relèverait du bas corporel. Et là où je vais vous dire qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, il existe exactement le même spectacle sur la même plateforme qui a été fait 4 ans plus tôt par quelqu'un qui s'appelle Nikki Glaser. Et Nikki Glaser, je vois Guillaume qui... Il n'est pas d'accord. Je vais expliquer pourquoi c'est le même spectacle et radicalement pas le même. Nikki Glaser cherche à se fondre dans les codes du stand-up. Vraiment, c'est le stand-up, je le mets vraiment à... je dirais le b.a.-ba de la construction d'une blague. Vraiment, Nikki Glaser est vraiment dans un rapport de fidélité absolue au code du stand-up. Or, Nikki Glaser,
ça fonctionne, ça marche. J'ai l'occasion. Alors ça fait le mec qui se la pète à mort. Mais j'ai une petite anecdote. Je l'ai découverte sur scène à New York. Et il se trouve que quand je vais voir du stand-up américain, donc sans sous-titres, avec mon niveau de maîtrise d'anglais à peu près normal, c'est très simple. Il y a deux formes de stand-up. Du stand-up qui me fait sentir à quel point je suis français et où je me prends une barrière culturelle de plein fouet où je ne comprends pas. Ça, c'est le cas pour Jacqueline Novak. J'ai bien compris. C'est pas la seule, mais c'est le cas pour Jacqueline Novak. Or, le meilleur stand-up, et notamment le stand-up anglo-saxon, me fait toujours sentir que nous parlons finalement un langage commun et je vais comprendre quasiment tout le spectacle. Ce qui est absolument pas le cas de Jacqueline Novak et ce qui est totalement le cas de Niki Glaser. Alors, pardon, Guillaume Aurillac, j'ai eu la même sensation sur la rapidité, le flux de parole, la lecture des sous-titres en le regardant. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que Adrien Desnouettes n'a pas ri ou en tout cas ne s'est pas laissé mais moi-même je n'ai pas embarqué. Moi-même je n'ai pas ri. Il faut le dire, ce n'est pas un spectacle où on rit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Où l'on sourit. On s'ennuie? Mais non, mais ça raconte quelque chose. Où on en est dans l'histoire du stand-up. Le stand-up aujourd'hui, effectivement, est en train de faire exploser ses codes. Il y a une raison très simple à ça. C'est qu'aujourd'hui, l'humour, la drôlerie, le comique, c'est partout. Partout, on le trouve partout à la télé évidemment, mais on le trouve sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, partout. Donc si on veut avoir des blagues et de la drôlerie, on peut aller n'importe où ailleurs que dans un comedy club de stand-up. Donc le stand-up, je m'inscris en faux total. Le stand-up qui a une très vieille histoire, qui a une histoire centenaire. Le stand-up aujourd'hui est à un point de son histoire où il se dit, moi je suis en mesure d'innover, d'inventer et d'aller de maîtriser encore cet art de la blague, mais de l'intégrer dans quelque chose de plus large, de plus intellectualisé probablement. Et c'est exactement ce que fait Jacqueline Novak. Elle est à ce point-là. Et quand son spectacle parle de à genoux, parce que je reviens sur la question du bas corporel, c'est en fait aussi pour dire qu'elle est entre le haut et le bas. C'est exactement. C'est une étudiante de Georgetown University. Et en fait, ce qu'elle dit, et elle le dit de manière très saisissante au début, c'est qu'en fait, elle a honte de son corps. Elle a honte de la corporéité. Mais comme elle est dans la surface du stand-up, elle met en scène ce bas-là. Elle le met en scène. Et elle a tellement honte qu'elle le dit de manière un peu affolante, un peu saisissante en disant qu'elle est pressée de devenir un fantôme. Moi, il y a des choses qui sont extrêmement fortes dans le spectacle, mais qu'il faut saisir parce que ça va très, très, très vite. Et du coup, on ne rit pas. Non, qu'est-ce qui ressort de... Je suis absolument d'accord sur le constat de Guillaume, mais absolument pas sur l'appréciation de ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que effectivement, tout le monde essaie de faire rire aujourd'hui. Il y a vraiment une espèce de surabondance de propositions humoristiques qui relève selon moi de l'amusement. Mais le vrai rire, c'est-à-dire la dimension, c'est toujours mes marottes, mais la dimension démoniaque, destructrice du rire, quelque chose qui vous surprend au point que vous ne puissiez pas empêcher cette espèce de truc qui vous surgit. Enfin, je veux dire, quelque chose de très qui vient des tripes, quoi, quelque chose de très organique, qui vient du ventre. Ce truc-là, en vérité, tout le monde prétend le faire, tout le monde prétend faire l'inverse de ça. En vérité, ceux qui y parviennent vraiment sont extrêmement rares. Donc quand quelqu'un a une autre ambition que de faire ça, j'appelle ça pardon, et j'appelle ça quand même de la trahison de cet exercice. Allez vous faire votre propre avis. Jacqueline Novak, Get on Your Knees, c'est sur Netflix. On vous met les références sur le site de France Culture à la plage de l'émission. Merci à tous les deux, Adrien Desnouettes, Guillaume Aurillac. À très bientôt. Cette table critique est à réécouter comme toutes les autres sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.